réhabilitation. On le sait, c'est quand même le sujet aussi d'importance. Donc, comment déployer une réhabilitation ambitieuse du parc social, décarbonation, qualité d'usage, équilibre économique des opérations. On a un super dispositif qui est sorti il y a quelques temps, qui est porté par les bailleurs sociaux de l'Union sociale par l'habitat, par les banques des territoires. On a un bailleur social qui nous vient aussi témoigner aujourd'hui. Donc merci d'accueillir Neil Maïk, responsable des conceptions des prêts à Banque des territoires. Vous pouvez l'applaudir. Je vous invite à monter sur scène. Alban Charrier, directeur adjoint de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales à l'USH. Et enfin Laura Vassilev, directrice adjointe de la construction à la RIVP. Je vous laisse vous installer. Vous avez le droit de les réapplaudir là, parce que je sais qu'il fait chaud, mais quand même, c'est montrer un peu. Et je vous laisse maintenant la parole. Merci. Alors, le dispositif seconde vie, pourquoi ce dispositif? C'est un dispositif, effectivement, comme ça vient d'être dit, qui est récent, un projet de loi de finances 2024. C'est né suite à des questionnements forts de nombreux de nos adhérents, donc des bailleurs sociaux, qui étaient confrontés à des opérations de rénovation lourdes dont le montant ne permettait plus un équilibre avec les dispositifs de financement existants. Donc on avait de plus en plus d'opérations extrêmement ambitieuses, avec des montants de travaux que l'on n'arrivait plus à financer avec les dispositifs existants. Et donc le deuxième objectif, répondre à cette question, c'est aussi permettre aux bailleurs d'avoir un choix plus large sur leur montage d'opération, parce que ce qu'on voyait avant ce dispositif, c'est que globalement, le bailleur avait un intérêt plus fort à démolir et reconstruire plutôt qu'à rénover, puisque les dispositifs financiers sur la démolition et reconstruction permettaient un meilleur équilibre. Donc là, ce dispositif avait cette volonté de donner un choix aux bailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus démolir et reconstruire. Il y a des cas où il est important et on continuera à démolir et reconstruire. Mais il y avait des cas, plutôt que d'avoir un choix purement financier, c'était de se donner une capacité de choix qui allait plus loin et qui allait en particulier sur le sujet technique. Et enfin, c'était de mieux prendre en compte les externalités environnementales d'une réhabilitation. On le sait, une démolition-reconstruction, c'est de la consommation de nouveaux matériaux, c'est de la création de déchets, donc ça a un impact environnemental qui est souvent plus fort qu'une réhabilitation. Donc à travers ces éléments-là, il a été pensé justement le dispositif seconde vie. Alors le dispositif seconde vie, en quoi consiste-t-il ? C'est avant tout une réhabilitation lourde, très ambitieuse, avec 3 volets. Un premier volet qui est la rénovation énergétique ambitieuse, donc on le verra après, c'est d'aller chercher, partir d'un bâtiment qui a des consommations. Alors, au moment de la réflexion de ce dispositif, on était sur des sujets plutôt de consommation d'énergie, et en particulier hiver. On va travailler, et ce dispositif doit intégrer aussi maintenant la résilience des bâtiments. Donc avoir un travail très fort sur la rénovation énergétique ambitieuse et la décarbonation du parc. C'est aussi un objectif, un dispositif qui a pour objectif des exigences de durabilité. C'est pour ça qu'il s'appelle seconde vie. L'idée sous-jacente, c'est de dire qu'on va sur une réhabilitation sur un bâtiment existant et on lui redonne une capacité d'être exploité, utilisé pour au moins 40 ans. D'où la seconde vie. Et enfin, c'est un dispositif qui doit permettre aussi de répondre à des cas particuliers en qualité d'usage et de vie. Ça peut être un dispositif qui va financer de la modification de typologie. Parce qu'on est dans un quartier où on a un bâtiment avec des grandes typologies et on a une demande qui est plutôt liée à de la petite typologie. C'est aussi, et c'est apparu de manière très forte suite à l'épisode de Covid, c'est la capacité de créer des espaces extérieurs, balcons ou terrasses. Voilà, donc c'est se donner la capacité d'avoir un immeuble qui repart pour 40 ans et qui répond aux exigences de maintenant alors qu'il a été conçu il y a 40 ou 50 ans. C'est un dispositif qui va être réalisé soit en travaux en milieu occupé, dès lors qu'on va faire du changement de typologie. Là, évidemment, on va être obligé de vider les immeubles. Mais c'est aussi un dispositif qui a été réfléchi en milieu occupé. La loi climat résilience impose, alors à tous les propriétaires, mais aux bailleurs sociaux en particulier, de rénover et de renforcer, de réhabiliter leur patrimoine classé EFG. Globalement, dans le parc social, c'est à peu près 1 million de logements. On a moins d'une dizaine d'années pour le faire. Donc ça se fera obligatoirement en milieu occupé. On n'aura pas la capacité de vider l'ensemble de nos patrimoines pour pouvoir réhabiliter. Donc c'est un dispositif qui a été réfléchi avec ces contraintes-là.
Alors pour être très concret, comme tout dispositif aidé par l'État et financier, vous avez bien évidemment des critères d'éligibilité et en face des intérêts financiers. Donc les critères d'éligibilité, c'est un dispositif qui est aujourd'hui réservé au seul parc social. Ça ne s'applique que sur des bâtiments qui ont été achevés depuis au moins 40 ans. La date se prend au 1er janvier de l'année de demande de l'agrément. C'est des bâtiments qui doivent être conventionnés, donc qui sont appellisés depuis aussi 40 ans. Et là, on voit l'ambition énergétique. C'est des bâtiments qui sont avant travaux classés EFG et après travaux qui doivent sortir en A ou B. C'est des travaux qui devront respecter les critères de sécurité pour tout ce qui est installation électrique, installation gaz et critères de sécurité de la construction neuve. On se rapproche de la construction neuve et ce sont des opérations qui vont à minima maintenir, mais dans la plupart des cas, améliorer l'accessibilité des patrimoines existants. Ça peut aller dans certains cas à la création d'ascenseurs pour des bâtiments qui n'étaient pas équipés. Donc en face de ces exigences en termes de contenu et d'ambition de travaux et d'ambition de qualité du parc, les contreparties apportées aux bailleurs pour justement trouver cet équilibre financier, c'est une application taux de TVA 5,5 sur l'ensemble des travaux. C'est une exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties, exo-TFPB. Alors, de 25 ans pour les premières opérations, donc toutes les opérations qui seront déposées en demande d'agrément jusqu'au 31 décembre 2026. Et après, on est aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de la loi de finances 2024, sur une exonération à 15 ans. C'est l'accès à des prêts dédiés à la Banque des Territoires dans des conditions spécifiques, mais qui vont être présentés juste après. Et c'est l'évolution possible des loyers et redevances maximaux des conventions APL par avenant. C'est avec une discussion avec l'État local et avec les locataires. Donc voilà en quelques slides la présentation du dispositif seconde vie. Bonjour à tous, Nil Baillic, donc je suis responsable de la conception des prêts à la Banque des Territoires. Et donc, à ce titre, on a travaillé sur la conception du financement spécifique pour les bâtiments seconde vie. Alors, l'offre de prêt pour les bâtiments seconde vie, elle est particulière à deux égards. Le premier, c'est la façon dont on l'a conçu, et le second, c'est le financement en lui-même. Donc, sur la façon dont on l'a conçu, c'est particulier parce qu'on est allé, dès le début, travailler avec l'USH sur la réflexion, qu'est-ce que ça pourrait être la seconde vie, quels intérêts on pourrait y trouver d'un point de vue écologique, notamment Alban l'expliquait, d'un point de vue d'un bilan carbone, c'est quand même plus pertinent que de la démolition-reconstruction. Donc on était dès le début saisis sur toutes les problématiques qu'il pourrait y avoir sur ces opérations-là, et puis comment elles pourraient être définies de façon plus claire, parce qu'on se disait il faut faire de la seconde vie, il faut redonner 40 ans, mais voilà, concrètement, quels seront les critères qu'il faudra mettre en place. Donc, l'intérêt d'avoir été dès le début dans cette démarche, c'est qu'on a pu tout de suite voir les besoins qu'il y aurait. Et donc, par exemple, qui dit rechargement à 40 ans de la durée de vie, dit prêt long très, très important, enfin très, très utile. Et donc, on a pu travailler d'abord par un système d'expérimentation, donc avec une première phase d'essai sur des premières opérations seconde vie, qui préfiguraient seconde vie, avant que ce soit pérennisé par la loi de finances et les codes. Donc voilà, dès le début, on a été là, ce qui nous a permis, dès que c'est rentré en vigueur, de pouvoir proposer une offre de prêt adéquate et spécifique. Alors maintenant, donc, en quoi elle est spécifique et qu'est-ce qu'elle a de particulier? Cette offre de prêt, en fait, elle mixe des prêts qui sont à la Banque des Territoires, des prêts qui sont normalement dédiés à la construction, avec les prêts réhabilitation les plus intéressants. Parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de la Banque des Territoires Caisse Dépôt, ce qui est particulier dans le financement du logement social, chez nous, c'est qu'on finance par type d'opération. Donc si vous êtes une opération construction, vous aurez les prêts construction. Vous êtes une opération réhabilitation, vous aurez tel prêt pour la réhabilitation, et en fonction par exemple en réhabilitation, si vous respectez les critères énergétiques, vous aurez accès à un autre prêt. Donc voilà, c'est en fonction de la nature de l'opération et pas du type de l'emprunteur, pas de la qualité de l'emprunteur. Voilà. Les taux sont les caractéristiques financières, les taux, tout ça est connu d'avance et ça dépend du type d'opération. Donc pour seconde vie, on n'avait rien de particulier a priori si on n'avait pas travaillé ensemble que des prêts réhabilitation.
Alors là, du coup, on a pu justement, donc après discussion, en concertation aussi avec l'État, mettre en place pour ces opérations-là un prêt construction, donc aller jusqu'à 40 ans. Et quand on dit on veut ne plus intervenir sur ce bâti pendant 40 ans, là, c'est pertinent d'aller prendre des prêts très longs. Donc des prêts en construction dont le taux dépend en fait du conventionnement social des logements, comme cela se fait habituellement. Et on complète ça avec des prêts réhabilitation énergétique, parce qu'on reste, Alban l'a expliqué, hein, il y a quand même une très grosse dimension réhabilitation énergétique, puisqu'on passe de EFG à A ou B. Donc avec un prêt réhabilitation énergétique qu'on a depuis longtemps. Alors nous, voilà, le terme c'est l'éco-prêt, ça existe depuis 2009, donc ça fait longtemps qu'il est en place. Et il est particulièrement intéressant parce qu'en fait c'est un prêt nous on parle de prêt à taux bonifié, parce que donc pareil, sur l'explication un peu de la Banque des Territoires, le fonctionnement, la ressource qu'on utilise, c'est le livret A, donc avec un taux qui est reversé aux épargnants, voilà, probablement vous en avez un, qui est le taux du livret A. Et donc là, sur ce prêt, on va prêter en dessous du taux du livret A, donc en dessous du taux reversé aux épargnants. Donc c'est pour ça qu'on parle de taux bonifié. On est sur une durée de 30 ans quand même. Ça commence à 5, mais on peut aller jusqu'à 30. Au taux du livret A, moins 0,25. Et donc déjà, voilà, on donne accès à ce prêt-là, mais on le donne accès dans des conditions encore plus favorables, parce qu'en fait, justement, comme c'est un prêt à taux bonifié, le montant, il dépend normalement des gains énergétiques. Donc plus on monte dans le gain énergétique, plus on va avoir un montant élevé, mais il reste toujours, il y a un plafond. Hein. Et donc là, sur seconde vie, automatiquement, on va aller donner le plafond maximum autorisé de 33 000 € par logement, avec éventuellement des bonus si l'opération est éligible à ces bonus. Du type s'il y a un label par exemple. Et donc vous pourrez me dire, de toute façon, une réhabilitation seconde vie, forcément, elle était probablement dans le haut de la grille des gains énergétiques, et donc c'est pas donné un grand avantage. Pour le coup, si, parce qu'en fait, on se rend compte qu'arriver vraiment sur le dernier palier, c'est pas évident. Qu'une opération, par exemple, qui passe de E à B sur la partie énergétique n'aurait pas forcément eu accès à l'éco-prêt au montant maximum. Donc voilà comment on a conçu cette offre de prêt, et on est allé aussi loin parce que on sait que c'est des opérations qui sont compliquées techniquement à monter et qui coûtent cher. Donc il fallait à la fois la partie l'aide fiscale et puis l'aide sur les prêts pour pouvoir aller soutenir ces opérations. Donc justement concrètement maintenant un exemple d'opération, je vais passer la parole à Laura Vassilev. Bonjour à tous, donc Laura Vassilev, je suis directrice adjointe de la construction à la RIVP, Régie immobilière de la ville de Paris. Donc c'est une direction qui s'occupe plutôt de création de nouveaux logements sociaux. On a une autre direction qui s'occupe de réhabilitation du patrimoine ancien. Mais là, je vais vous présenter un exemple, donc la ZAC Piton du Vernois à Paris dans le 20e. Sur laquelle on a une grosse partie de construction neuve. Je vais vous présenter rapidement la ZAC parce que c'est intéressant de savoir de quel site on parle. Et puis le dispositif seconde vie. La ZAC Piton du Vernois, donc on est dans le 20e arrondissement entre les portes de Bagnolet et de Montreuil. Vous voyez le gros échangeur de la porte de Bagnolet. Et c'est un secteur qui est inscrit dans le NPNRU, le nouveau programme national de renouvellement urbain, et qui avait pour objectif une transformation complète d'un quartier assez enclavé. Donc là, vous regardez derrière moi, je regarde là, on voit 3 tours qui sont le long de l'échangeur, là, tout en haut. Ensuite, on voit une longue barre en forme de serpent, le long de terrain de tennis, un terrain de foot, et puis le long du périph', vous voyez plusieurs immeubles. Là, on en voit 3, ça continue un petit peu plus au sud. Tout ça, c'était des logements RIVP. C'est un secteur qui est assez enclavé, pas très bien desservi. Des espaces urbains, des ensembles urbains qui ne sont pas très bien connectés les uns entre eux. Et puis surtout, un parc de logements plutôt vieillissant. C'est des constructions qui datent des années 50. Par contre, on voit qu'il y a quelques espaces verts et puis des équipements sportifs. Le projet de la ZAC, l'aménageur, c'est la CEMAPA sur cette ZAC. Alors là, les plans sont dans l'autre sens. La slide d'avant, le nord était en haut. Là, le nord est là, ça ne rentrait pas sinon. Le projet de la ZAC, c'est une transformation globale sur 17 hectares avec une mixité fonctionnelle à terme. Aujourd'hui, il y avait du logement, des équipements sportifs
et puis quelques espaces verts, mais pas très qualitatifs. Là, à terme, sur les 17 hectares, il va y avoir de la démolition et de la reconstruction. Il y a quand même un peu de démolition de logements et de la restructuration de logements. À terme, il y en aura 700, moitié restructurés, moitié neufs. Des équipements publics, 11 000 m², entre des équipements sportifs à nouveau, une crèche, centre de santé. Des commerces et de l'activité, plutôt le long du périphérique pour faire écran par rapport aux immeubles de logement, et puis en pied de certains immeubles. Et puis des activités économiques et des bureaux aussi essentiellement le long du boulevard périphérique. Et puis on a des espaces verts, 3,3 hectares. Alors l'image du haut, c'est l'état actuel de la ZAC, avec l'échangeur, il est à gauche, et la porte de Bagnolet. Les 3 tours que vous voyez, 3 petits rectangles, et puis le long serpent rose en dessous des terrains de tennis. Sur la slide du dessous, c'est la même représentation. Les 3 tours sont toujours là. Vous voyez que la longue barre, elle a été grignotée. On en aura démoli les 2 tiers. Et puis surtout, on voit tous les aménagements urbains, le parc Jardin Aretha Franklin, qui a été pour partie déjà inauguré par la ville, et des constructions neuves, tout ce qui est en marron au-dessus. Je vous ai mis juste une petite image. Il y a un petit film d'ailleurs sur le site de la CEMAPA qui présente tout le projet dans le détail. Nous, on va s'intéresser à Seconde Vie, mais voilà, le parc sur la gauche et une photo de ce qui est fait déjà aujourd'hui, avec au fond 2 des 3 tours, une grue au premier plan, les constructions neuves qu'on est en train de faire, et puis une barre dont je vais vous parler juste après, qui fait aussi partie du programme de restructuration. Donc on est sur du patrimoine ancien qui est assez emblématique dans le quartier. Les 3 tours sont très visibles du périphérique. Il y a une magnifique enseigne Torchman dessus, je pense que tout le monde les a repérés, mais qui sont plutôt aujourd'hui inadaptés aux besoins actuels, avec des performances énergétiques. C'était pas médiocre, on était mais insuffisante par rapport notamment à ce qu'on vit en ce moment, mais aussi l'hiver. Une accessibilité limitée, même s'il y avait des ascenseurs, il y avait des ascenseurs impair et un impair, donc là on va augmenter ça. Et puis des logements moyennement fonctionnels, des typologies un peu petites par rapport aux surfaces classiques. Alors pour entrer dans le détail, je suis désolée, là je vous l'ai remise en verticale. Donc là vous voyez les 3 tours nommées BCD, qui sont celles dont on parle, et puis la barre A, qui est en bleu en bas, avec son prolongement assuré qui a été démoli. Donc tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on a démoli, donc on a quand même démoli une partie des bâtiments existants, et ce qu'on restructure, donc ce sont ces 3 tours qui représentent quasiment 250 logements aujourd'hui, construites en 1955. La barre A, elle a aussi été construite en 1955. Les tours, elles sont vraiment quasiment collées au périphérique, donc avec des nuisances sonores assez importantes. Et ce qu'on appelle la barre qui est en dessous, elle a été donc démolie aux 2 tiers, et il y avait 2 autres barres le long du périphérique, du même architecte et du même assez similaires, qui ont été démolies. Donc au final, on a démoli 300 logements en gros, et demain, on va en restructurer 300 dans ces espaces-là. Il y a des logements neufs par ailleurs qui sont construits pour rester à un équilibre global sur la ZAC d'un peu plus de 600 logements. Donc, après réhabilitation, alors je vous remonte juste, voilà, donc là vous avez l'image des 3 tours existantes. On voit qu'il y a des petits balcons qui donnent sur le futur jardin, mais sur le reste des façades, il n'y a pas d'espace extérieur. Alors, après réhabilitation, ça c'est une image projet, on vient de désigner l'équipe d'architectes, c'est Michel Gutmann qui va faire la réhabilitation. Donc on aura 234 logements dans ces 3 tours, avec, pour répondre au dispositif Seconde Vie, enfin plusieurs améliorations qu'on apporte, mais notamment sur l'accessibilité et en termes de mixité, des logements familiaux, 177, et des logements pour seniors. Donc là, c'est des logements qui seront des logements sociaux, mais attribués à des seniors, avec une réflexion dans l'aménagement de ces logements pour qu'ils soient plus adaptés à une population vieillissante. Donc on est en train de travailler avec les architectes là-dessus.
Ça va être peut-être une pièce pour un aidant, des circulations plus larges. Évidemment, ces logements-là, ils seront 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ils seront tous accessibles, tous les logements sont accessibles, mais ceux-là seront adaptés aux personnes à mobilité réduite. Mais du coup, voilà, c'est une réflexion qui est en cours pour les aménager au mieux pour cette population-là. Je vous ai mis la répartition en fonction des régimes juridiques. Ça change un petit peu par rapport à ce qu'il y avait aujourd'hui pour introduire de la mixité. Enfin, en gros, on est sur un tiers entre du PLAI, du plus et du PLS. Sur la qualité d'usage, là, les tours, on les vide. On ajoute des balcons. Ce que je vous disais, on met 2 ascenseurs, là où il n'y avait qu'un pair et un impair. On en rajoute. Il y a des jardins d'hiver qui sont créés, donc des espaces fermés mais non hermétiques, non chauffés. On reconfigure totalement, on refait toutes les pièces d'eau et cuisine, on reconfigure l'intérieur des logements, mais on ne change pas catégoriquement la typologie. Il y en avait 249, on passe à 234. On ne fait pas que des grands logements ou que des petits logements. Ça, ce n'est pas totalement modifié. Donc l'accessibilité, j'en ai parlé avec surtout cette spécificité de logement senior. Et puis amélioration des performances énergétiques, on répond au dispositif seconde vie en passant de E à B. Sur ces tours, on était déjà chauffé au CPCU, chauffage urbain, donc on reste là-dessus. Alors, j'y reviendrai peut-être après, mais il y a un sujet avec les études 3CL qu'on fait pour fournir l'étiquette finale du bâtiment, qui en réhabilitation, en fait, alors je ne suis pas spécialiste du sujet, mais on a les critères du réseau de chauffage urbain dépendent du département dans lequel on se situe, mais sont fixés, et sont ceux d'aujourd'hui. À Paris, on a un réseau qui est en train de progresser en termes de décarbonation, mais dont les caractéristiques seront certainement meilleures dans quelques années. Mais là, on est obligé de se tenir aux caractéristiques actuelles. Donc en fait, le CPCU, juste le CPCU, entre guillemets, ne suffisait pas à atteindre l'étiquette B. Donc ça, c'est un peu une critique entre guillemets, mais ce serait peut-être une amélioration à apporter parce que c'est assez pénalisant. Donc en fait, on fait... Sur ces tours-là, il y a en plus des pompes à chaleur pour l'eau chaude. Et sur la barre, l'autre dont les travaux, dont le projet a démarré avant, on ne pouvait plus installer de pompes à chaleur. Donc là, on fait de la récupération sur eau grise. Donc on est obligé de rajouter des dispositifs pour arriver à B, alors que peut-être que dans 3 ans, le réseau de chauffage urbain parisien aura des caractéristiques suffisantes pour y arriver. Sur la mixité, on crée des locaux associatifs, un espace commun intergénérationnel pour aussi les 57 logements seniors pouvoir qu'ils aient des contacts avec le reste de la population et du quartier, et puis quelques locaux commerciaux. Et on a une certification CERCAL HQE. Donc ça, c'est une image de la barre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi dans le dispositif seconde vie. Elle représente 65 logements restructurés et de la même façon des ajouts de balcons, d'isolation par l'intérieur, comme sur les autres, pour arriver à l'étiquette B in fine. Donc ça, c'était grossièrement, on va dire, il y a quand même une transformation vraiment radicale de l'image de ces tours. Maintenant, pour venir sur des choses plus concrètes et les coûts, je pense que c'est ce qui intéresse un petit peu tout le monde, les leviers financiers qui nous ont permis de financer cette opération qui est excessivement chère. Vous avez le total en bas. Alors, je les ai pris dans un ordre différent de ce que vous aviez présenté tout à l'heure, parce qu'on a regardé en fait ce que ça nous apporte, ce que chacun des leviers nous apporte en recettes complémentaires. La recette la plus importante, c'est la révision des loyers, puisqu'on avait des conventions qui dataient des années 50. Là, la possibilité par voie d'avenant de relouer les logements au loyer actuel, ça nous apporte 23% de recettes en plus par rapport au loyer précédent. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a vidé, toutes les personnes ont été relogées, donc quand on va relouer, il y a quelques personnes qui vont revenir, mais très peu finalement. Donc quand on va relouer, on va pouvoir relouer, grosso modo, 23% plus cher que ce que ça nous rapportait précédemment. Donc ça, c'est le plus gros gain. Sur la partie prêt,
Entre l'éco-prêt, alors il y a l'éco-prêt et le fait d'avoir les prêts, l'équivalent des prêts construction, on va dire, que nous on a l'habitude d'avoir à la direction de la maîtrise d'ouvrage. L'éco-prêt, il est plafonné à 33 000 € plus 8 000 € de bonus. Là, si on avait été dans une rénovation thermique classique, on aurait eu l'éco-prêt, sauf qu'on aurait été à 17 000 €. C'est par rapport aux gains qu'on obtient, 17 000 € plus 8 000 de bonus, ça on les aurait eu. Donc 25 versus 41 000 € par logement. Je l'ai traduit en annuité et en loyer aussi. Et les prêts sociaux qui sont sur 40 ans contre un prêt PAM sur 35 ans, avec un niveau, enfin en gros un gain de 0,12% sur les annuités. Ben, ces deux dispositifs ensemble, ça nous génère une recette qui est de 7% de notre loyer global. Donc les loyers c'était 23%, ça c'est 7%, ce qui est loin d'être négligeable. Et puis l'exonération de TFPB, ben, même chose, on a fait le calcul. Donc là, nous, on a déposé le dossier avant fin 2026, c'était l'année dernière, donc on va en bénéficier pendant 25 ans. Ça représente 6% de loyer en plus. Donc quand on cumule tout ça, on arrive à 36% de recettes complémentaires. Donc forcément, c'est plus simple à équilibrer. La TVA, alors la TVA réduite à 5,5 sur les travaux, on l'aurait eu sur la partie rénovation thermique de toute façon. Ça, c'est difficile de vous dire ce que ça nous génère en gain, mais grosso modo, on est sur une TVA à 8-9% à peu près sur nos opérations plan climat. Donc ça fait un gain de 2,5 à 3. Je ne l'ai pas traduit en loyer, mais ça fait un gain qui est plus simple à calculer. Sur le coût global, bah, du coup, ça je vous l'ai mis, c'est dans les délibérations qui ont été faites. On a un coût total, alors encore une fois, là on est en étude, donc on n'a pas encore passé notre marché de travaux, peut-être qu'on aura une bonne surprise, mais on est sur 66 millions € de travaux au global, pour 300 logements. Donc ça fait, alors ça c'est sans le foncier, les honoraires et tout ça, mais ça fait un coût global à 5 300 € du mètre carré utile au logement. Donc évidemment, ça aurait été absolument impossible à financer sans le dispositif dont on vient de parler. C'est la seule opération qu'on a en seconde vie. On en a une autre à Porte de Vanves, un peu du même type, une barre des années 50 qu'on restructure, on ajoute des balcons, etc., sur laquelle on est en gaz. Le CPCU, après l'opération est déjà initiée, donc on n'avait pas prévu de passer en CPCU. Le CPCU passe pas juste à côté, c'est assez cher de s'y raccorder aussi, donc on est resté en gaz. En gaz, on n'arrive pas en B, donc ça marche pas. Donc ça c'est assez simple là-dessus. Du coup, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que c'est vraiment un outil qui est dédié à la réhabilitation lourde de notre parc social, avec là très clairement des logements qui seront équivalents à des logements neufs en termes de qualité, acoustique, thermique, en termes d'usage aussi, avec ces logements pour seniors, mais même sur les logements classiques, on fait plus des... Alors c'est bien les T3 compacts de 40 mètres carrés, mais c'est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. Et donc, on arrive à avoir des opérations proches de la construction neuve sans passer par une démolition-reconstruction. Et du coup, en évitant effectivement tout un tas d'émissions de carbone et de gaz à effet de serre. Voilà. Oui, peut-être juste un mot. Donc, c'est un dispositif qui est extrêmement jeune, qui en 2025 a eu pas loin de 5000 logements qui ont été agréés par l'État dans ce dispositif. L'objectif initial était d'environ 10 000. Alors, 2025, le dispositif a été voté dans le cadre de la loi de finances fin 2024. Les décrets d'application ont mis un peu de temps, donc on n'est pas sur l'année complète. Donc on espère pouvoir voir ce dispositif encore grandir sur 2026. Ça reste un dispositif parmi d'autres en complément pour traiter des cas particuliers. Ce n'est pas la solution, c'est une solution complémentaire à différentes difficultés comme on a pu le voir. Vous vouliez rajouter un dernier mot également? Non, c'est bon. Je me tourne vers la salle du coup, parce que vous avez sans doute des questions quand même sur ce dispositif. Oui. Alors... la demoiselle vient. N'hésitez pas à vous lever, qu'on vous voit, qu'on vous entende bien. François Pellegrin, architecte. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est et ceux qui n'ont pas le tiret, le grattage deuxième vie, on les laisse crever. Enfin, comment ça va se passer finalement quand il n'y a pas ce dispositif deuxième vie accordé? Et l'autre question, c'est que je fais beaucoup de réhab, y compris avec des bailleurs sociaux. Je suis
très étonné du montant auquel vous parvenez, 5 400 € du mètre carré. Ça me paraît être colossal quoi, comme investissement. Ce n'est pas les prix moyens quand vous réhabilitez. Hein. Donc qu'est-ce qui explique que là-dedans, il y a tout l'aménagement du parc, il y a... Non ? Non. Alors sur la première question, si on n'avait pas fait ça, on aurait pu faire une rénovation thermique classique. Même en milieu occupé, on aurait pu traiter... On partait d'une étiquette E, c'est pas les bâtiments prioritaires non plus à rénover au niveau thermique. C'était pas les passoires énergétiques dont on parle, ça ils en faisaient pas partie. Ils ont des qualités, c'est des bâtiments en pierre. On les isole par l'intérieur, donc ça c'est toujours compliqué à faire en milieu occupé. Mais bon, on aurait pu le faire sans vider, en restant sur les mêmes typologies. Là, l'idée c'est de désenclaver le quartier, enfin ça bénéficie à tout le périmètre de la ZAC, et de redonner une autre image, une image un peu moins tour, et c'est ça qui coûte excessivement cher. On aurait pu faire une rénovation thermique simple. Sur le coût global, non, il n'y a pas le parc là-dedans. Il y a la démolition des tours qu'on a démolies et qui, entre guillemets, ne rapportent rien ensuite. C'est un coût estimatif. On espère que les travaux coûteront moins cher, mais l'ordre d'idée, ça va être ça. C'est plus de 60 millions d'euros de travaux pour 300 logements. On est à 200 000 € du logement. Mais on les refait totalement. C'est dans Paris. Enfin, il y a des coûts. Mais effectivement, quand j'ai fait le ratio, c'est très très cher. Mais on ne l'aurait pas fait sans le dispositif, ça c'est sûr. C'est aussi l'intérêt du dispositif. Ça permet, dans certains cas, d'aller plus loin que ce qu'on aurait pu faire avec les dispositifs existants. Mais c'est effectivement des cas particuliers. Et c'est pour ça que globalement, le dispositif il est aujourd'hui dimensionné pour à peu près 10 000 logements en France métropolitaine et par an. Voilà, ce n'est pas la réponse à tout, mais ça va permettre de lever certaines difficultés. Bien sûr. Sur la question de qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas à seconde vie, en fait, c'est nous le dispositif éco-prêt qui est, ce que j'expliquais déjà à taux très bonifié, il existe justement à l'origine plutôt pour les réhabilitations énergétiques, disons un peu plus standards, mais qui peuvent être ambitieuses aussi. Hein. Donc c'est pour ça que justement le montant il augmente avec l'ambition énergétique. Et là j'ai pas mis, mais sur les maturités plus courtes, le taux est encore plus bas. Donc voilà, justement parce que sur des réhabilitations énergétiques, disons un peu moins ambitieuses. On n'a pas forcément envie d'aller chercher un prêt à 30 ans. Donc on peut le financer, mais c'est vrai que là, on va au maximum de ce qu'on peut faire sur seconde vie. Comme on l'avait fait sur la maximisation de l'éco-prêt, on l'avait fait aussi pour un autre dispositif qui s'appelait Énergie Sprong. Voilà, donc vous connaissez, donc c'est pour les logements à énergie neutre garantie pendant 25 à 30 ans. Donc voilà, sur des opérations comme ça où on sait que ça va loin, qu'il y a de l'innovation, qu'il y a forcément des coûts bien plus supérieurs, on cherche à adapter nos dispositifs existants. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez... Oui, une autre question de madame. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, vous présenter? Donc, Alice Chougnet, dirigeante de Géosophie. J'avais une question concernant... déjà, merci pour ce partage. Concernant l'absence de réseau urbain, est-ce que vous avez étudié la géothermie pour faire du chauffage et du rafraîchissement? Non, là le CPCU passait et c'était déjà le... Pardon? Non, mais il me semblait que vous aviez évoqué le CPCU. Oui, le CPCU passe et c'était les tours existantes étaient chauffées au CPCU, donc on ne change pas le système. C'est sur un autre site où il n'y avait pas de CPCU et il aurait fallu se raccorder et en gaz, ça ne passait pas. Et du coup, là, non, je ne crois pas qu'on ait regardé... Enfin, il faudrait que je me renseigne, mais je ne suis pas sûre qu'on ait regardé la géothermie. C'est vrai que ça, vu le nombre de logements, ça se regarde. Merci beaucoup. Une dernière question, alors, rapidement, s'il vous plaît. Pardon, c'était la... Voilà. Si vous êtes très rapide, je peux... bon, allez-y. Désolée. Je vous aurai le droit pour la prochaine. Samuel Coppel, donc au péage de la Drôme, avec des différentes opérations en seconde vie, simplement attirer l'attention qu'il y a un agrément d'État et qu'on sent une frilosité aujourd'hui des services de l'État à nous agréer seconde vie. Voilà, je voulais interpeller l'USH. On sent que sur 2026, il y a des dossiers qui sont en attente du SIAP là-dessus et qu'il faut passer l'agrément pour passer à tout ce qu'on vient de voir. N'hésitez pas à nous remonter le sujet, on pourra regarder. En théorie, là, c'est un dispositif qui a quand même cet avantage d'avoir des critères qui sont factuels, décrits par décret. On y répond, on est agréé. On n'y répond pas, on n'est pas agréé.
il peut y avoir des questionnements, mais là, n'hésitez pas. Hein. Et d'ailleurs, vous me permettez aussi un élément de réponse. Avec la Banque des Territoires, on lance cette année un premier bilan de ces 4600 logements agréés, mais aussi un post-mortem sur ceux qui n'ont pas été agréés, pour essayer de comprendre quels sont les éléments potentiellement de difficulté. Peut-être qu'il y a de l'incompréhension dans certains territoires, et donc là, il faudra qu'on la lève. Mais voilà, donc c'est intéressant d'avoir les retours aussi où il y a des difficultés, parce que l'objectif, c'est de faire vivre ce dispositif et peut-être de l'adapter plus tard, demain. On a un gros sujet de résilience. C'est en partie embarqué par les bailleurs à chaque fois qu'on fait une réhabilitation à ces niveaux-là, mais peut-être que demain, on ira un peu plus loin aussi sur la résilience. Alors, dernière question très rapide, madame, s'il vous plaît. Salomé Greffier, je suis stagiaire à la FNO et j'avais une question par rapport aux typologies de logements que vous avez choisies. Est-ce que ça répond à une demande des habitants qui se sont vus voir détruire leur logement, ou ces habitants vont être relogés ailleurs, parce qu'on sait que l'habitat c'est quelque chose d'identitaire aussi, donc c'est important pour ces personnes de revenir sur leur lieu de vie, ou est-ce que vous allez les remplacer? Je pense notamment au logement senior. Voilà. En fait, les typologies, on ne les a pas fondamentalement chamboulées, c'est ce que je disais. Donc, il y a essentiellement des T2 et des T3 et quelques T4, T5 dans les 3 tours. Les locataires qui est dans les barres démolies et dans celles-là qui doivent partir, en fait, on leur propose effectivement un droit au retour et de revenir dans les tours seconde vie une fois que ce sera terminé. On les reloge en temporaire ou en définitif. Donc, vous pouvez revenir sur celle qu'il y avait, parce que justement, il y a, sur celle-ci, à gauche, il y a, dans les actes, les lots, ils ont tous des numéros comme à la bataille navale. Donc là, il y a le lot 8-9 qui est les 2 premiers bâtiments en bas à gauche qui ont été construits. Ça, c'est de la construction neuve. Et il y a pas mal de locataires à qui on a proposé d'aller dans ces logements neufs qui sont livrés là. Ça va être inauguré au mois de septembre. Donc il y en a une partie qui vont là, une partie qui ont été relogés ailleurs. Et quelques-uns, mais ça se compte vraiment en dizaines, enfin c'est sur les doigts de la main, qui reviendront peut-être dans les tours restructurés. Merci beaucoup. Je vais devoir vous arrêter là. Je vous demande de les applaudir. Merci pour ce retour d'expérience. Je vous invite à descendre. On va passer à la conférence suivante.